BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Elles seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui comme d'habitude ne seront d'accord sur rien, avec 2 livres sur la Chine aujourd'hui. Et puis nous clôturons l'émission avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter et sa moisson d'études glanées dans le monde entier, Alexandra Paget, notre bibliothécaire, qui nous replongera au cœur de la faillite de Lehman Brothers. N'oubliez pas notre compte Instagram. On vous promet beaucoup d'innovations aussi sur les autres réseaux sociaux bientôt. Mais enfin maintenant sur Instagram, vous avez tout le programme détaillé, les horaires, les références des livres. Vous ne les réclamiez depuis longtemps. Vous les avez maintenant. Eh bien, tout de suite, on démarre avec nos invités. On démonte aujourd'hui dans la librairie de l'écho de façon aussi minutieuse que ludique les ressorts des grandes machines à rêve des temps modernes. Comment ces machines à rêve génèrent-elles de la valeur ? Comment elles fabriquent de l'influence ? Comment elles diffusent du soft power dans les relations internationales ? Première de ces machines à rêve, une des plus puissantes, le secteur du luxe. Bonjour Julie Elgoudi. Bonjour. Vous êtes présidente de Cults, agence conseil en marketing et communication. Vous êtes enseignante à Sciences Po et à l'ESSEC. Et vous publiez Manuel du luxe au PUF. Et puis, deuxième machine à rêve, les séries télé. Bonjour Virginie Martin. Bonjour. Virginie, vous êtes politiste, sociologue, professeur à Kedge Business School. Et vous publiez J'assure en géopolitique, grâce aux séries chez Debweck, après avoir déjà publié en 2021 Le charme discret des séries. On commence avec vous, Julie Elgoudi. Ce qui m'a plu vraiment dans votre livre, c'est à la fois le côté grand public, mais aussi extrêmement passionnant pour les professionnels du secteur et du marketing. Votre livre, vous le définissez comme un manuel de désirabilité. Oui, c'est ça en quelque sorte. C'est-à-dire que le ressort principal, la création de valeur principale des différents métiers, des différents secteurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un au sein du luxe, c'est de créer la désirabilité. C'est tout en haut, le haut du haut de la pyramide de Maslow, en quelque sorte. Alors, c'est pas si évident que ça de définir ce que c'est qu'un produit de luxe. Non, puisqu'il y a énormément d'exemples de produits de luxe. On peut penser évidemment à la mode, mais quelle mode ? On peut penser à la joaillerie, aux accessoires, au vin, etc. Et au fond, trouver des fondamentaux qui vont se mettre d'accord entre un t-shirt Dior et même la haute couture de Dior, ou entre un parfum et, que sais-je, un yacht, c'est pas évident. Ce sont pas les mêmes business models qui sont à l'œuvre. Donc, on ne parle pas des mêmes entreprises. Et à l'intérieur même des plus gros moteurs, des plus grosses entreprises, il y a plusieurs business models qui se confrontent. Et alors, ce que vous montrez, c'est qu'en fait, alors j'allais dire malheureusement pour les fabricants du luxe, ça ne se décrète pas de créer un produit de luxe, puisque peut-être la meilleure définition que vous donnez du produit de luxe, c'est que c'est un objet qui se transforme en symbole. C'est une définition qui est extrêmement marketing. En réalité, derrière ça. On dirait de la philo, c'est un peu les deux, mais c'est aussi très marketing. Pourquoi ? Parce qu'en général, en marketing, on vous explique que le bénéfice que vous achetez, c'est soit de la fonction, soit du symbole, soit les deux. Dans le luxe, la fonction, elle peut être là, elle est parfois nécessaire comme base, mais c'est pas ça qu'on va acheter quand on achète une montre à 100 ou 200 000 euros. Clairement pas, puisqu'on peut avoir l'heure pour bien moins que ça. Ce qu'on va acheter, c'est l'histoire qu'on nous raconte, c'est le symbole que ça représente, à la fois pour nous individuellement, mais aussi socialement. Donc oui, un produit de luxe, c'est un symbole. Alors, en quoi le luxe est un secteur qui est différent des autres secteurs ? C'est une grande question. Faut lire les 250 pages pour vraiment répondre au bout avec ça. Donc on va essayer de répondre. Et nous donner envie de les lire. Voilà, on va essayer de répondre en 30 secondes et de donner envie. En quoi il est différent ? Il est différent parce qu'il n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'il doit faire rêver. Donc il n'est pas différent. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ça n'a rien à voir avec le marketing général. Ce qui est différent, c'est que le marketing du luxe, en réalité, c'est la quintessence du marketing.
jamais le droit à l'erreur, jamais le droit aux petits arrangements qui sont devenus les lois banales du marketing normal. Mais en réalité, c'est ça le luxe, c'est faire toujours mieux, toujours plus, toujours l'inattendu pour faire rêver. Alors, il y a plusieurs approches du luxe. Vous en distinguez deux de façon assez classique, dites-vous. Il y a le luxe individuel et le luxe ostentatoire. Vous voulez que je commente ? Ouais, absolument. Vous nous expliquez. Alors, ça se mélange in fine, mais le luxe individuel, c'est le luxe qu'on va s'acheter pour se faire plaisir à soi, pour avoir une forme de sentiment d'accomplissement personnel, alors que le luxe social est un luxe pour lequel on veut montrer qu'on a, c'est la Rolex qu'on a de ces gays-là, on a réussi, si on l'a avant d'avoir 50 ans. C'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que c'est une réussite sociale. Mais les deux sont mélangés. Même dans la Rolex avant 50 ans, il y a aussi l'idée d'une réussite individuelle. Alors, une des spécificités quand même, c'est que il y a peu d'industries qui finalement sont aussi mondiales et aussi globalisées, qui intéressent partout. Et on se dit, mais comment est-ce possible avec autant de produits presque identiques, de séduire autant de clientèles qui pourtant sont différentes? Est-ce que ça veut dire que la clientèle des produits de luxe est une clientèle aujourd'hui mondialisée qui finalement n'a presque plus d'attache territoriale? C'est une bonne question qui mérite une longue réponse. En réalité, il y a des différences géographiques qui sont encore fortes. Il y a des différences culturelles. On est dans cette logique de glocalisation, c'est-à-dire à la fois dans une certaine globalisation, parce que c'est certain que la culture est diffusée partout et le luxe en fait partie. C'est une culture visuelle, on parlera des séries tout à l'heure, c'est pareil, c'est diffusé partout, donc on partage un certain matériel commun. Il demeure des différences très très fortes qui sont liées à des différences culturelles et qui obligent les maisons de luxe à s'adapter en permanence. Les produits en réalité ne sont pas exactement les mêmes. Sur une même base, il peut y avoir 1001 variations qui vont réussir à parler et à toucher au cœur différentes populations. Parce que vous dites bien le défi, en fait, finalement, passer de l'artisanat du luxe, bon, on comprend bien, je dirais pas que c'est facile, mais enfin, ça se comprend. Mais passer ensuite à l'industrie du luxe, c'est-à-dire réussir à produire en très grande quantité des produits de luxe, finalement, on se dit que c'est ça peut-être la réussite du secteur en France. C'est-à-dire qu'on est vraiment le seul pays, il y a plein de pays où il y a des artisans du luxe, mais on est peut-être un des seuls pays où il y a une vraie industrie du luxe. C'est la scalabilité du modèle, qui signifie à la fois une vraie scalabilité de la dimension artisanale, et c'est les questions que rencontrent les grandes maisons du luxe, Hermès, Vuitton, on peut citer qui on veut, qui ont cette nécessité de créer des usines, des manufactures, on va dire, pour être plus sympathique, parce qu'il y a un travail de la main assez important dedans, mais en ayant des ouvriers extrêmement qualifiés et en les multipliant comme des petits pains pour réussir à répondre à la demande. La scalabilité du modèle, elle vient aussi du fait d'avoir mélangé plusieurs business models à l'intérieur et avec quelques éléments qui se font rêver, qui sont absolument irreproductibles, parce que très uniques, difficiles à faire, etc., longs à faire. Il y a une myriade de produits qui, eux, sont des produits qui se rapprochent de la grande consommation, mais qui héritent de l'imaginaire, de la part de rêve de ces produits inaccessibles. Quand on achète un parfum, c'est un produit a priori plutôt de grande consommation, mais si on achète un parfum d'une marque qui nous fait rêver, on achète cette part-là. Et là, vous avez prononcé le mot magique, c'est la marque. C'est-à-dire que plus que dans aucun autre secteur, la marque, c'est l'assurance de la création de valeur. C'est l'assurance de la création de valeur. Pour autant, je pense que la marque ne peut pas se suffire à elle-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que la marque va se suffire à elle-même dans le luxe, alors on est sur un mauvais chemin. Parce qu'on ne va plus réussir à créer de la valeur ajoutée avec ce qui est le fondement au départ. Vous l'avez rappelé, cette dimension artisanale, unique, ce génie humain qui nous fait rêver, qui est le fondement absolu du luxe. Et la marque accompagne et donne une cohérence à tout ça, mais ne doit pas être le seul élément. Mais parce que vous citez plusieurs cas aussi dans votre livre, c'est quoi un exemple typique de ratage
ou d'erreurs vis-à-vis, par exemple, de mauvaise utilisation d'une grande marque? Je ne vais pas me faire des copains, mais probablement, quand on regarde par le passé ce qui s'est passé ces dernières années avec une marque comme Lanvin, qui a du mal à trouver, qui a eu du mal à trouver sa voie, on est sur une marque qui a des difficultés à avoir son identité. Comment on fixe le prix d'un produit de luxe? Parce que s'il y a bien un secteur dans lequel le rapport au prix est très différent des autres secteurs, c'est quand même le secteur du luxe. Si vous écoutez certaines grandes maisons, elles vous diront nous, comme tout le monde, on voit combien ça nous a coûté. Ouais. Et on se fait une petite marge. On se fait une petite marge. et voilà. La vérité est plus complexe. La vérité, c'est que dans la construction d'un prix de luxe, la sensibilité au prix, la sensibilité des personnes qui achètent est fondamentale. Donc en fait, un prix de luxe, ça se crée par rapport au marché. On sait quels sont les prix d'un certain nombre de concurrents et on voit petit à petit, donc on augmente ces prix régulièrement pour voir quelle est la limite jusqu'à laquelle on peut aller. Ah, c'est-à-dire qu'on a des études sur effectivement l'espèce d'élasticité de la demande au prix. Alors, on dit habituellement que le luxe est inélastique, c'est-à-dire que je peux augmenter exactement, quel que soit le prix, il y a de la demande. Ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui n'est pas complètement vrai non plus, puisque quand même, à un moment donné, quand les prix sont complètement hors de portée des gens, là, on atteint une limite de fait. Donc, cette équation-là n'est pas vraie jusqu'au bout. Qu'est-ce que change la révolution digitale pour cette industrie du luxe ? Énormément de choses et on l'a vu beaucoup au moment du Covid évidemment. Le luxe a réussi à s'adapter d'une façon phénoménale aux enjeux du digital. Ils étaient déjà plutôt prêts depuis un petit moment, mais n'avaient pas, pour de très nombreuses raisons, embrassé totalement ce que la digitalisation pouvait apporter au luxe. Là, eh bien, ils n'ont pas eu le choix, donc ils y sont allés franchement et ils ont extrêmement bien réussi puisque la croissance du luxe entre le creux des fermetures des boutiques et post-Covid a été exceptionnelle et elle est due en partie à une excellente gestion du digital et d'une forme d'omnicanalité. On a réinventé aussi les vendeurs à ce moment-là en leur donnant un rôle omnicanal. Tout ça pour nous fabriquer ce que vous appelez une vie améliorée. Oui, parce que ce qui est fou dans le luxe, c'est que cette valeur ajoutée qui est censée être celle du produit, quand on connaît ces gammes en marketing, elle se transmet à l'acheteur. Ouais. Ça nous crée une vie de réussite à travers le produit qui prolonge. Et ce qui fait aussi rêver, ce qui nous fait aussi une vie de rêve, Virginie Martin, ce sont les séries. Alors, votre dernier opus, c'est la géopolitique et les séries. Vous en aviez fait un précédent. Qu'est-ce que disent ces séries de plus en plus mondialisées sur notre époque, Virginie Martin ? Oh, elles disent plein de choses parce qu'elles embrassent vraiment des domaines nombreux et variés, la politique, la géopolitique, l'économie. Elles travaillent aussi beaucoup sur les questions de diversité. Elles sont aussi des lanceuses d'alerte. Donc elles sont vraiment quasiment omniprésentes sur vraiment plein de sujets et aussi plein de continents aujourd'hui de fait. Alors, le premier vecteur d'influence finalement qu'incarnent ces séries, c'est quand même les plateformes qui les diffusent. Alors c'est ça, les plateformes, on a l'impression qu'elles sont neutres, mais en fait elles ne le sont pas. Ouais. Par exemple, quand Netflix s'empare d'une production indienne, enfin qui sera finalement, on a l'impression que c'est indien, mais c'est Netflix qui est à la commande. Ouais. Comme Leila, c'est une série excessivement intéressante, mais c'est une critique vraiment très vive du gouvernement de Modi en Inde aujourd'hui. Idem pour ennuyer d'une certaine manière M. Erdogan en Turquie. Netflix s'empare là encore d'une production qui s'appellera Dis Baskadir, qui est déjà sortie il y a 2-3 ans. Et là,
cette série vient contrarier en fait le projet de néo-ottoman, si je puis dire, d'Erdogan aujourd'hui. Donc vous dites qu'il y a une dimension politique Absolument. Dans beaucoup de séries. Absolument, dans beaucoup de séries, mais là on le voit aussi de la part des plateformes. En fait, il faut considérer que les plateformes sont aujourd'hui un petit peu comme on a connu les maisons d'édition. Les maisons d'édition ne sont pas neutres. Elles publient tel et tel auteur. C'est-à-dire que les plateformes sont le bras armé, par exemple, de certains lobbies, de certaines puissances. Alors, en tout cas, le bras armé, peu ou prou, des États-Unis, c'est assez évident, puisqu'évidemment, on cumule Disney, Amazon Prime, Netflix, OCS, et c'est déjà pas mal. Et ça remplit déjà bien le catalogue. Donc, bien entendu, il y a quand même une vision états-unienne de notre affaire. Alors, il y a aussi une vision sociologique aussi, quand on voit par exemple toutes les séries dans lesquelles finalement le wokisme est présent, alors de façon plus ou moins diffuse. Ça, c'est quand même un phénomène assez spectaculaire. C'est vrai. On pourrait commenter longtemps ce mot de wokisme. On ne va pas le faire là, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, oui, Netflix là-dessus est très à l'avant-garde depuis toujours, depuis tout temps. Il y a vraiment une signature Netflix. Il y avait déjà, par exemple, dans Orange is the New Black en 2014, une transsexuelle dans une prison de femmes. Et donc, c'était déjà, il y a 10 ans de cela, dans Orange is the New Black, ces questions-là qui étaient posées, on le voit là sur la dernière saison de Sex Education qui vient de sortir, il y a beaucoup de ces questions effectivement d'identité, de sexualité interrogée, évidemment de genre et d'identité de genre aussi. Alors, vous parliez des séries lanceuses d'alerte. Il y en a énormément. Alors, il y a notamment sur tout ce qui est environnement, écologie. Là, on a énormément d'offres. Oui, énormément. Les séries travaillent beaucoup cette question, effectivement, de ce qu'on appelle la dystopie, d'une manière générale. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Et ça va être absolument effrayant. Dans le dernier livre dont il est question ici, Géopolitique et séries, on parle particulièrement de l'effondrement. Alors, c'est un peu un documentaire, c'est un peu une dystopie, il y a un peu des deux, mais on voit en tout cas le monde s'effondrer, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se retrouve dans un supermarché et c'est tout le contraire de chez Monsieur Vuitton. Tout d'un coup, il n'y a plus rien, ni sucre, ni eau, ni farine. Et là, ça y est, c'est la désespérance. Et donc, que vont faire justement les gens les plus privilégiés ? Est-ce qu'ils vont se sortir de cet effondrement ? Et donc, ça, c'est toute la philosophie de la collapsologie et qui dit, est-ce que le monde ne va pas finir par se finir ? Ce qui est compliqué, Virginie Martin, c'est qu'il y a beaucoup de séries historiques, alors, ou politiques, qui sont en gros des séries historiques contemporaines. Où, attention, on a tendance à penser que c'est une description objective de l'histoire, alors que c'est quand même, les séries, c'est pas des documentaires. Il faut toujours en avoir conscience. Alors, oui et non, parce que c'est vrai qu'elles sont souvent quand même très bien faites. Après, elles vont un petit peu embellir ici ou là. Par exemple, dans le livre, on montre que dans le Bureau des légendes, Éric Rochant a voulu une France un petit peu plus magnifiée que le réel. Évidemment, c'est pareil dans The Crown. On peut dire que la reine d'Angleterre, tout d'un coup, on a passé le rideau, si je puis dire, et on a un personnage tout en humanité, en humour, et on accède un peu plus à cette humanité de la reine d'Angleterre. Alors, vous citez The Crown, par exemple. Est-ce que la vision qu'on donne de la décolonisation dans The Crown est une vision que les historiens accepteraient ? Écoutez, oui, quand même relativement. D'abord, dans les époques de décolonisation que l'on montre, qui sont montrées dans The Crown, il y a quand même beaucoup de véracité. Il y a beaucoup de documents d'époque, attention. Les choses sont reproduites de manière très très fine, mais même ça va jusqu'aux habits de la reine quand elle descend de l'avion pour aller justement voir son empire. Donc c'est quand même assez précis. Donc il faut toujours avoir à l'esprit quand même que ce sont effectivement des séries, mais que le fond n'est tout de même loin d'être faux. C'est pareil pour Homeland, c'est pareil pour toutes ces séries. C'est Borgen aussi, avec la question du Groenland, qui est cruciale. Il faut reconnaître que il y a énormément de séries qui nous font pénétrer
justement les coulisses du pouvoir. On peut citer House of Cards, on peut Bien citer, sûr. vous avez cité Borgen, effectivement. Il y a une série que vous aimez beaucoup, c'est Parlement, la série qui raconte les coulisses de la... Non mais objectivement, J'adore. pour comprendre le fonctionnement de la Commission européenne, Incroyable. c'est extrêmement pédagogique. Vous êtes d'accord. Du coup, absolument. vous voyez effectivement qu'il y a un œil, évidemment que c'est de la création, évidemment que c'est de la fiction, mais n'empêche qu'on visite d'une certaine manière, grâce à Parlement, eh bien effectivement le Parlement européen, on voit un peu les dysfonctionnements, et puis il y a un côté aussi truculent, notamment dans cette série, où tout d'un coup, ils sont là avec leur petit drapeau britannique, tout le monde parle anglais, alors qu'il y a eu le Brexit, dans la deuxième saison notamment, et finalement, ça se fait maintenant sans l'Angleterre, évidemment. Donc oui, et puis on voit aussi dans cette série les limites de la bureaucratie européenne. Aussi, bien entendu, ça pose la question du souverainisme, des frontières. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc c'est quand même très, très intéressant. Le plus rigolo, ce Parlement, qui est, je trouve, une critique très, très acerbe en fait sur l'Union européenne, c'est que le réalisateur et les créateurs de cette série disent, mordicus, qu'ils sont pro-européens jusqu'au bout, alors que je trouve la série particulièrement critique. Est-ce qu'il y a des séries qui ont changé l'image qu'avait le monde entier sur un pays? Je pense que la Corée du Sud travaille beaucoup à cela. D'ailleurs, elle demande à ces très grandes entreprises type Samsung de travailler aussi et de mettre beaucoup d'argent dans les séries. Dans The Penthouse, dont il est question dans le livre d'ailleurs, on voit, je pense, environ à peu près 1000 fois les personnes ouvrir, déplier, plier, déplier le dernier Samsung pliable, justement. Ça ne s'arrête absolument jamais. Il y a aussi un peu de mode sud-coréenne, on voit bien. Il y a du design sud-coréen. Et donc, ils essayent là, en tout cas dans cette série, évidemment, c'est pas Squid Game, mais dans cette série, là, typiquement, ils essayent aussi d'aller travailler ce luxe sud-coréen, cette gastronomie aussi sud-coréenne. Et donc, ils travaillent énormément leur soft power. Et la Corée du Sud, là-dessus, est extrêmement forte et performante, avec en plus plein de séries de types différents. Et ça, c'est très intéressant. Le sous-titre de votre livre, c'est les grands concepts de géopolitique en 15 séries. S'il fallait regarder une série qui nous raconte, par exemple, le conflit au Moyen-Orient, il faudrait regarder quelle série? Certainement Fauda, bien sûr, même si... du côté arabe, ça a été assez critiqué, mais avec le recul, les deux parties israélo-palestiniennes disent que finalement, c'est une série assez équilibrée de ce point de vue-là. Donc, c'est quand même intéressant. Oui, et puis bien sûr, pour les questions aussi plus globalement de terrorisme et de cette Amérique toujours en prise un peu à sa paranoïa, notamment terroriste, et pour cause après le 11 septembre, c'est évidemment Homeland, avec ses 7 ou 8 saisons, et qui est vraiment une série excessivement bien faite, et où on sent, via l'héroïne, Carrie, combien, qui est elle-même bipolaire, on voit quasiment la bipolarité des États-Unis, qui parfois s'excusent, mais toujours vont plus loin. Et puis alors il y a l'économie évidemment. Bien sûr. Il y a beaucoup de séries. Alors l'Amérique triomphante, la société de consommation américaine, c'est Mad Men par exemple. Mad Men, pour moi c'est une série majeure, absolument capitale. C'est un bout de sociologie à la limite. Entre Baudrillard à lire ou Mad Men à voir, Ouais. je dirais presque, allons voir Mad Men. Non, c'est une série excessivement bien faite, très documentée. C'est les débuts de C'est la vie d'une agence de publicité. C'est ça, c'est la vie d'une agence de publicité, et ça s'appelle Mad Men parce que tous les publicitaires à l'époque, dans les années 50-60 à New York, sont sur Madison Avenue. Puis comme ils sont un peu fous, ils s'appellent Mad Men, évidemment, parce qu'ils boivent beaucoup, ils fument beaucoup aussi. Donc on est vraiment à une toute autre époque de super consommation. Les 30 Glorieuses arrivent, et c'est une consommation sans aucune conscience. Il n'est évidemment pas question de développement durable ou de quoi que ce soit. Non, on consomme tant et plus. Et c'est les débuts, comme je disais, de la communication politique. C'est les débuts vraiment de cette consommation de très grande masse.
masse, avec tout l'électroménager par exemple. Donc la pub qui doit absolument, on en parlait tout à l'heure, faire rêver pour donner envie, à tel point que dans l'agence, au lieu de regarder la vie dans le réel, il la regarde plus qu'à la télévision. Sauf qu'on est il y a 40-50 ans en arrière et c'est quand même assez nouveau à l'époque. Et Mad Men est une série absolument remarquable, oui. Et puis le plus incroyable, c'est quand même la capacité à anticiper par les séries des événements qui se produisent. Alors on pense par exemple à la succession dans la famille Murdoch avec Bien sûr. donc la série Succession. Et puis surtout quand même, ce qui est fascinant, c'est l'aspect anticipation, c'est-à-dire que tout ce qui nous attend. En fait, si on veut avoir une idée de ce qui nous attend avec l'intelligence artificielle, Mais c'est ça. avec tout ça, il y a quand même énormément de séries qui nous projettent déjà dans le monde de demain. Absolument, c'est vraiment toute cette intelligence artificielle, même dans des séries qui ne traitent pas de ça, aujourd'hui, elles l'ont intégré. Et puis aussi, vous disiez l'anticipation, quand on prend Serviteur du Peuple, qui est une série... Bien sûr. C'est ça. Quand on prend Alors, Serviteur du Peuple... parce que tout le monde ne connaît pas Serviteur Alors, du Peuple. Serviteur du Peuple, donc, c'est une série qui met en scène, enfin, dont le personnage principal est Volodymyr Zelensky, que l'on connaît maintenant comme président de l'Ukraine. Et à l'époque, donc, il fait cette série. Il est acteur. Il est acteur, c'est un clown acteur en plus, hein, c'est pas un acteur très retenu. Et dans cette série, il est professeur au lycée, et ses élèves lui disent « Et si tu te présentais professeur comme président de l'Ukraine ?» Et il finit président Il de finit l'Ukraine. président de l'Ukraine, et évidemment, quelques années après, il est élu président de l'Ukraine, et aujourd'hui, il a maille à partir, évidemment, avec sa guerre contre la Russie, réciproquement. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir fait pénétrer les arcanes de ces machines à rêve, comme on les a appelées aujourd'hui, à savoir le secteur du luxe et l'univers des séries. Merci Julie Elgoudzi. Je rappelle votre livre Manuel du luxe au PUF, et Virginie Martin, ça s'appelle J'assure en géopolitique grâce aux séries. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.